Bienvenue chers visiteurs. Cette fois, nous allons vous parler de l'A7V, le premier char allemand. Développé en réponse aux chars britanniques, il fut le seul char produit par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et restera dans l'histoire comme ayant participé au premier affrontement entre chars de l'histoire. Le 15 septembre 1916, lors de la bataille de la Somme durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques utilisèrent pour la première fois des chars au combat, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment une réussite. Ils rassemblèrent 49 Mark I pour l'attaque. 36 atteignirent la ligne de front et seulement 27 traversèrent le No Man's Land. Le lendemain, seuls 3 chars étaient encore opérationnels. Malgré ça, le même mois, le ministère de la Guerre allemand forma un comité d'experts pour se pencher sur le développement de ces engins qui semblaient tant intéresser Britanniques et Français. En seulement 6 semaines, en novembre 1916, les experts des plus importantes sociétés industrielles allemandes, supervisés par Joseph Vollmer, établirent les plans du futur char. Il devra être capable de se déplacer sur tout type de terrain, d'avoir une vitesse d'au moins 12 km/h sur route et 6 km/h en tout terrain, franchir une tranchée de 1,50 m, être armé d'un canon avant et arrière et de 2 mitrailleuses de chaque côté, le tout pour un poids d'environ 30 tonnes. Il reçoit le nom de l'organisation, soit A7V, la dénomination Sturmpanzerwagen signifiant véhicule blindé d'assaut. Les travaux avancent très vite et le premier prototype fut achevé dès le 16 janvier 1917. Dès le 20 janvier, l'armée passa une commande pour 100 exemplaires, mais le haut commandement était encore peu convaincu par l'utilité des chars. La conception fut alors utilisée comme base pour un char et pour un véhicule de transport de ravitaillement à chenilles non blindées, le Überlandwagen. Ainsi, la commande portait en réalité sur 90 de ces véhicules et seulement 10 véritables chars. Les essais d'avril 1917 motivèrent le commandement à commander 10 chars supplémentaires, ce qui restait extrêmement faible. En comparaison, en mars 1917, l'armée française disposait déjà de 150 Schneider CA1, le premier char français, et les Britanniques en étaient déjà au Mark IV. Mais même si la première commande fut passée en janvier 1917, l'Empire allemand était alors confronté à d'importantes pénuries d'acier et de charbon, en plus de grèves répétées. Dans ce contexte, la fabrication de chars, à l'intérêt très incertain, n'était clairement pas la priorité. De plus, les pièces étaient fabriquées par différentes entreprises, dont la plupart n'étaient pas impliquées dans l'assemblage final et qui elles-mêmes faisaient appel à des sous-traitants. Certaines pièces furent même commandées en Belgique occupée, ce qui rendait fatalement difficile la coordination. Ainsi, le premier A7V de pré-production ne fut terminé qu'en septembre 1917 et le premier de série en octobre 1917. Les 20 chars furent ensuite répartis au sein des détachements de véhicules blindés d'assaut 1 et 2, fondés le 20 septembre 1917 avec 5 chars chacun, les 10 autres servant de réserve. En comparaison, lors de la bataille de Cambrai en novembre 1917, les Britanniques alignaient 476 Mark IV. En réalité, le char le plus utilisé en Allemagne durant la guerre ne fut pas l'A7V mais le Mark IV britannique, utilisant à son compte plus de 40 de ces chars capturés. Quand il devint clair que les chars pouvaient jouer un rôle important sur le champ de bataille, l'Allemagne commença à travailler sur des conceptions plus efficaces, mais seuls quelques prototypes furent achevés avant la fin de la guerre. Avant tout, il faut savoir que tous les A7V ne sont pas identiques. Après le 501 de pré-série, les 4 suivants avaient leur canon de 57 mm monté sur un affût chevalet et les garde-boue ne protégeaient plus que les extrémités. Les 5 suivants sont blindés par la société Krupp, tandis que les autres sont de Rohrling. Krupp rencontra de grandes difficultés à produire de grandes plaques de blindage de qualité régulière, si bien que contrairement aux autres A7V, le blindage est découpé en plusieurs parties, 5 pour chaque côté et 2 pour l'avant et l'arrière, ce qui provoque une moins bonne résistance. En revanche, le canon est monté sur un affût chandelier, permettant un réglage des tirs bien plus rapide et facile.
Les 10 derniers varient des croupes uniquement au niveau du blindage continu de Rohrling. La 7V mesurait 7,34 m de long, 3 de large et avait une hauteur de 3,20 m pour un poids de 33 tonnes. En se fiant à leur expérience en matière de combat anti-char, les Allemands estimaient que le char devait avoir un blindage de 30 mm. Mais comme toujours dans ce genre de conception, les ingénieurs se retrouvèrent devant le problème du poids. Un blindage uniforme de 30 mm représenterait un surpoids de 11 tonnes. Il fallait alors faire des compromis. Ainsi, l'avant est bien protégé par 30 mm, mais l'arrière par 20 mm, les côtés 15 mm et le toit 5. Notez que les panneaux de blindage sont légèrement inclinés pour faire ricocher les projectiles, ce qui n'empêche pas qu'avec sa taille, c'est une cible facile. Le train de roulement possède également l'originalité d'être protégé, réduisant les risques qu'il soit endommagé par des tirs, un avantage comparé aux chars britanniques. En comparaison, le Mark IV avait un blindage avant de 12 mm et 6 sur les côtés, et le Saint-Chamond 11 et 8,5 mm. En regardant ces seuls chiffres, on peut se dire que 30 mm sur l'avant et l'arrière c'est beaucoup, mais en réalité le blindage était en acier simple et non en acier traité comme les flancs. Si l'A7V résiste parfaitement aux obus de 37 mm, les erreurs dans le montage des plaques de blindage le rendent vulnérable aux balles. L'analyse du Elfriede, capturé par la 37e division marocaine début 1918, nous indique également qu'il y a un intervalle de 12 mm entre le canon et le blindage, à travers lequel les balles et les éclats d'obus peuvent passer. De plus, le dessous n'a aucune protection et la plupart des organes mécaniques sont dangereusement exposés dès que le nez du char se lève. Les réservoirs d'essence sont également placés dans le fond avec un simple blindage de 3 mm, ce qui semble particulièrement dangereux en cas de dommage. Ainsi, si le blindage des Mark IV est plus fin, il est de meilleure qualité et mieux assemblé. On ressent ici bien la différence entre l'urgence de la fabrication allemande et des Britanniques bien plus expérimentés. Un autre problème concerne la visibilité à proximité du char. Positionner le chef de char et le pilote en position surélevée et sur le dessus leur donne une vue panoramique intéressante sur le champ de bataille. Ce kiosque a un blindage de 15 à 20 mm et était conçu pour pouvoir être démonté pour le transport par train. De plus, les sièges pivotants leur permettent de changer rapidement de position pour pouvoir facilement surveiller les alentours, c'est nettement mieux que les autres chars de l'époque. Mais en échange, leur vue sur l'avant et l'arrière est gênée par la coque du char, créant un angle mort d'une dizaine de mètres, ce qui est particulièrement problématique pour un engin aussi instable. A noter également que l'équipage ne voyait absolument rien à moins de 4 mètres devant le char. S'inspirant des Britanniques, il est d'abord prévu d'avoir un char dit femelle, armé uniquement de mitrailleuses, et une version dite mâle, armée d'un canon. Sur les 10 premiers chars commandés, seuls 2 étaient des mâles. Mais après la bataille de Cambrai, le 20 novembre 1917, il est décidé d'abandonner ce concept et d'armer tous les A7V de canons. Mais problème, l'Allemagne ne dispose d'aucun canon performant pour ses chars. Assez ironiquement, elle se tourne alors vers un canon britannique, le canon de 57 mm Maxim Nordenfeldt, qu'elle avait capturé en nombre dans les forts belges et sur le front Est, et qui avait déjà fait ses preuves contre les chars. Ce canon offre l'avantage d'avoir un très faible recul de seulement 15 cm, un faible encombrement et d'une culasse permettant un tir rapide. Il tirait un obus de 2,7 kg avec en théorie une portée efficace de 2700 mètres. Mais en réalité, comme tous les chars de l'époque, il ne pouvait espérer toucher une cible qu'à quelques centaines de mètres tout au plus. Contrairement aux Mark, le canon est positionné sur le devant. Il peut viser jusqu'à 45 degrés à droite et à gauche et a une élévation de -20 à +20 degrés. Si la conception initiale prévoyait un canon arrière et avant, celui à l'arrière fut remplacé par des mitrailleuses. Il était ainsi armé de 6 mitrailleuses MG08 de 7,92 mm. Ces mitrailleuses pouvaient tirer des balles K perforantes qui se montrèrent efficaces contre les premiers chars. Le siège du tireur était fixé à la mitrailleuse, tout comme le capot blindé, ainsi tout l'ensemble bougeait en même temps. Si ça facilitait l'utilisation et améliorait la protection, en échange, cela provoquait des angles morts assez importants.
Les meurtrières sont également si larges que des projectiles peuvent s'y faufiler. En plus de ça, chaque A7V emportait des armes et des grenades dans l'idée que l'équipage puisse continuer à se battre même s'il devait abandonner le char. Pour sa défense rapprochée, l'A7V avait également des fentes pour revolver sur les flancs. Bien qu'au début il était prévu d'utiliser un moteur de 80 chevaux, c'était clairement trop faible. En comparaison, le Mark IV de 28 tonnes avait un moteur de 105 chevaux. La puissance est alors revue à 200 chevaux, mais produire un tel moteur serait long et complexe. Il fut alors décidé de simplement installer 2 moteurs de 100 chevaux. Le char était ainsi animé par 2 moteurs à essence Daimler de 4 cylindres, montés au centre, d'une puissance de 100 chevaux chacun, lui donnant un rapport poids-puissance de 6,67 chevaux par tonne, qui lui permettait d'atteindre 12 km/h sur route, soit l'équivalent du Saint-Chamond français, et le double du Mark IV avec ses petits 6 km/h. En tout terrain, l'A7V peut atteindre 6,4 km/h. Les 2 moteurs avaient chacun un réservoir de 250 litres et leur propre système de refroidissement, lui donnant une autonomie sur route de 40 km, soit un peu moins que les 56 du Mark IV. Chaque moteur est relié à une chenille, ce qui le rend bien plus facile à diriger que les autres chars de l'époque. Sa capacité de braquage est également particulièrement bonne, il est même capable de tourner sur lui-même. En échange, le conducteur doit gérer de nombreuses commandes. 2 pédales d'embrayage, 2 leviers de frein, une manette de vitesse à 3 sélections, 3, 6 et 12 km/h, un volant actionnant les 2 boisseaux de carburateur et 2 leviers pour inverser la rotation des barbotins. Le train de roulement est composé de 3 chariots de 5 paires de galets équipés d'amortisseurs à ressort, un avantage important par rapport aux chars britanniques qui n'avaient pas de suspension. Les chenilles étaient également particulièrement protégées, les rendant bien plus difficiles à toucher. Sur terrain plat et dans de bonnes conditions, l'A7V était bien plus facile à conduire et plus manœuvrable que les chars alliés, avec en plus une vitesse assez élevée, mais en échange il était très mauvais en tout terrain. Le train de roulement était basé sur le tracteur Holt américain, comme les chars français, et on retrouve ainsi divers défauts communs. Avec une garde au sol de seulement 20 cm, il est donc fortement handicapé sur terrain boueux, avec le fond de la caisse frottant au sol, et la capacité de franchissement est limitée à seulement 54 cm. En plus de ça, l'avant est trop lourd, si bien qu'il a la fâcheuse tendance à s'incliner vers l'avant lorsqu'il tente de franchir une tranchée. Le centre de gravité est également très haut, provoquant de gros problèmes de stabilité, pouvant le coincer ou le renverser sur des pentes raides. Cela l'empêche également de franchir des tranchées de plus de 2 mètres de large. Le train de roulement est également fréquemment endommagé par des barbelés coincés dans les chenilles. Il y a en plus de nombreux problèmes de fiabilité. Les moteurs sont capricieux à démarrer et surchauffent facilement, et la boîte de vitesse et les chenilles sont très fragiles avec des ruptures d'engrenage et des déraillements. Mais les autres chars de l'époque ne font pas forcément beaucoup mieux. L'équipage était officiellement composé de 17 hommes. Un commandant, un conducteur, 2 mécaniciens pouvant remplacer les blessés ou conduire, 12 mitrailleurs et 2 artilleurs. Ainsi, l'armement à lui seul nécessite pas moins de 14 hommes. Mais dans la pratique, les A7V partaient souvent au combat avec jusqu'à 26 hommes à bord. On pouvait ainsi trouver en plus un officier de combat, 2 observateurs, un indicateur et un gardien de pigeons voyageurs. Au vu de l'époque, le char ne possède bien sûr pas de radio, mais il fallait bien trouver un moyen pour le chef de char de communiquer avec le reste de l'équipage. Ainsi, il utilisait des voyants lumineux pour indiquer aux servants d'armes de se préparer et qu'en tirer. Mais coordonner un tel équipage dans ces conditions reste un exercice des plus difficiles. Les conditions dans le char sont extrêmement difficiles. L'intérieur est étroit et très sombre, la lumière du jour n'entrant que par les embrasures, la température monte facilement à plus de 60 degrés à cause des moteurs, le bruit est assourdissant, l'odeur d'huile est asphyxiante, et même si ces bonnes suspensions atténuent une partie des chocs, l'équipage est fortement ballotté lorsque le char se déplace sur terrain chaotique. Ces conditions étaient très difficiles à supporter, même hors combat, si bien que dès qu'il le pouvait, l'équipage préférait voyager sur le char pour échapper aux conditions infernales à l'intérieur. En parallèle des A7V, les Allemands échouèrent à copier le Mark britannique.
Ils décidèrent alors de combiner la forme des chars britanniques avec l'A7V, ce qui donne l'A7VU. Cette fois, la coque est de forme rhomboïdale avec des chenilles autour, ce qui doit améliorer les capacités tout-terrain. La cabine est plus grande et placée plus sur l'avant pour corriger le problème d'angle mort. La puissance de feu est augmentée avec 2 canons de 57 mm placés sur les côtés. Il est également protégé par un blindage uniforme de 30 mm, il pèse donc plus lourd avec 40 tonnes contre 33, est propulsé par 2 moteurs d'une puissance totale de 300 chevaux et l'équipage ne compte plus que 7 hommes. Le prototype est terminé en juin 1918, mais les essais révèlent qu'il est trop lourd au niveau du nez et a un centre de gravité élevé, comme l'A7V en somme. Le poids de 40 tonnes provoque également des problèmes de manœuvrabilité. 20 exemplaires sont tout de même commandés en septembre 1918, mais la guerre prend fin avant qu'aucun d'entre eux ne soit terminé. Début 1918, la formation commence pour les 5 premiers A7V de la première division de chars. Après plusieurs années de front quasi figé, la situation change rapidement et la guerre entre dans un tournant majeur. Les États-Unis rejoignent la guerre en avril 1917 et en mars 1918, l'Allemagne et les bolcheviks signent le traité de Brest-Litovsk, mettant fin à la guerre à l'Est. Pour les Allemands, la seule chance de victoire est de vaincre les Alliés avant que les Américains n'arrivent en force en Europe en profitant de leur avantage numérique temporaire grâce aux nombreuses divisions libérées par la défaite russe. Il s'agit de l'offensive du Printemps, qui a pour but de déborder les forces britanniques qui tiennent le front de la Somme à la Manche et de vaincre l'armée britannique. Si l'opération réussit, l'état-major allemand espère que les Français chercheront à négocier un armistice. L'offensive débute le 21 mars 1918 et la première division de chars est déployée dès le premier jour pour soutenir l'opération Michael, la principale de l'offensive au nord du canal de Saint-Quentin. Sur les 5 chars, 3 tombent en panne avant même la bataille. Les 2 derniers aident à stopper une percée britannique mineure dans la région, mais le terrain est très difficile, si bien qu'ils participent peu au combat. Le 24 avril 1918, les A7V sont à nouveau déployés, cette fois en masse puisque 3 divisions sont envoyées, une troisième ayant été créée fin février 1918 à partir de 5 chars de la réserve. L'objectif est de prendre Villers-Bretonneux aux Britanniques pour pouvoir avancer sur Amiens, une logistique vitale pour les Alliés. Cette bataille entrera dans l'histoire comme le premier affrontement entre chars. Avant même le début de la bataille, les A7V 503 et 540 sont déjà inutilisables. Les chars restants sont déployés en 3 groupes partant de l'ouest de Marcel Cave. Profitant d'un terrain favorable et du brouillard qui empêche l'artillerie britannique de tirer, les Allemands avancent rapidement. Le char 506 est le premier à être mis hors combat. Après avoir subi une panne, il est réparé mais bascule aussitôt dans un cratère d'obus où il reste. Le 562 subit un bombardement qui endommage la boîte de vitesse, mais il est réparé sous le feu ennemi et reprend l'attaque. Pendant ce temps, les 504, 525 et 542 soutiennent l'attaque sur Cachy, menée par la 77e brigade d'infanterie de réserve. Mais le 542 part trop vers le nord. Par accident, il roule sur le toit d'un poste de commandement britannique qui ne résiste pas au poids du char et s'effondre, le renversant. L'équipage l'abandonne alors pour poursuivre l'attaque à pied. Il sera plus tard récupéré par les troupes françaises et son analyse permettra de déterminer les vulnérabilités des A7V. Malgré ça, l'attaque des chars allemands est une surprise totale pour les Britanniques et ils contribuent grandement à percer les premières lignes. Vers 8 h, ignorant la présence de chars allemands, 3 Mark IV, 2 armées de mitrailleuses et 1 de canon sont envoyés pour défendre la deuxième ligne britannique. Après avoir traversé le bois Labbé, au milieu des gaz de l'artillerie allemande, ils tombent face à face avec l'A7V 561 qui avait également dévié trop au nord. Le 561, commandé par le lieutenant Biltz, touche une première fois le marque mâle du chef de bataillon, le sous-lieutenant Mitchell, avant de mettre en fuite les 2 marques femelles. Ces derniers sont rapidement endommagés par des balles perforantes des mitrailleuses allemandes, alors que leurs propres mitrailleuses ne font aucun dégât notable.
Le Mark de Mitchell et l'A7V 561 s'affrontent alors en duel. Mitchell fait demi-tour pour se remettre en position de tir, et après avoir tiré tout en roulant une vingtaine d'obus dont 2 au but, il est touché une deuxième fois et s'arrête. Le 561 pense alors l'avoir définitivement neutralisé, mais le Mark profite d'être à l'arrêt pour ajuster son tir et touche le char allemand à l'avant, neutralisant le canon et l'endommageant lourdement. Le 561 se replie péniblement vers les lignes allemandes mais finit par tomber en panne. Il sera plus tard détruit par une escouade de démolition allemande pour empêcher sa capture. Pendant ce temps, les 2 A7V qui accompagnaient le 561 le rejoignent enfin, mais s'enfuient dès le premier tir de Mitchell. L'infanterie allemande fait de même. Pris pour cible par l'artillerie et un avion, le char britannique est finalement touché par un tir de mortier qui endommage une de ses chenilles et est abandonné. Ainsi se termine le premier combat de chars de l'histoire. Le même jour, un autre affrontement entre chars a lieu, quand un A7V rencontre un groupe de Whippet et il parvient à en détruire un. Il s'agit des 2 seuls affrontements entre chars impliquant des A7V de l'histoire. Grâce à l'action déterminante de la première division de chars, la 228e division d'infanterie réussit à capturer Villers-Bretonneux vers midi. Mais ça n'a finalement aucun impact sur la guerre. Une contre-attaque australo-britannique reprend le village dès le lendemain et avec l'aide des troupes françaises rétablit presque la ligne de front d'origine le 27. En mai, les A7V restants attaquent les troupes françaises près de Soissons lors de la 3e bataille de l'Aisne, mais sans grand succès. Le 15 juillet, près de Reims, durant la seconde bataille de la Marne, les Allemands déploient 8 A7V et 20 Mark IV capturés contre les lignes françaises. À partir de juillet 1918, les Alliés reprennent l'avantage numérique grâce à l'arrivée des troupes américaines. Pour le maréchal Foch, c'est le moment pour les Alliés de passer à l'offensive. Et le 8 août débute la décisive offensive des 100 jours. Le 31 août, des A7V soutiennent une contre-attaque contre Frémicourt à l'est de Bapaume. Cependant, les 3 A7V avancent plus vite que l'infanterie qu'ils accompagnent, si bien qu'ils se retrouvent isolés. Alors que les 504 et 528 tentent de rétablir le contact, des chars britanniques lancent une contre-attaque. L'artillerie allemande bombarde alors les chars britanniques, mais touche également par erreur les 504 et 528. Endommagés, ils sont abandonnés. La dernière utilisation des A7V a lieu le 11 octobre 1918, près d'Iwuy. L'offensive des 100 jours reprend aux Allemands tout le terrain acquis lors de l'offensive du printemps et mène finalement à la capitulation de l'Allemagne le 11 novembre 1918. Il ne restait alors que 9 A7V. Développé trop tardivement et à seulement 20 exemplaires, il n'a eu aucun impact. En comparaison, durant la guerre, les Britanniques produisent 2500 Mark et la France 3600 Renault FT. Le 20 juin 1919, suite au traité de Versailles, l'Allemagne se voit interdire d'avoir des chars. Les derniers chars allemands sont alors remis aux Alliés et au début des années 1920, quasiment tous avaient été ferraillés. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul A7V, ce qui est déjà bien vu le peu d'exemplaires produits et leur histoire. Le Mephisto, le char 506, fut abandonné lors de la bataille de Villers-Bretonneux en avril 1918. Récupéré par les troupes britanniques et australiennes, il est emmené à l'autre bout du monde, en Australie, en 1919 comme trophée. Il est toujours visible aujourd'hui au Queensland Museum de Brisbane. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.